Salut à tous et toutes, bienvenue à l'émission Sans langue de bois sur Burkina Info. Ils sont 4 journalistes pour échanger autour d'un seul sujet. Il s'agit d'Youssouf Sidibé, il est du journal Notre Voix, Dimitri Kaboré de Fassozine, Alassane Karama de Sidouaya et John Karim Gadiaga de l'économiste du Faso. Le 16 septembre dernier, les Burkinabés ont commémoré l'an 1 du putsch manqué du 16 septembre 2015. Au cours de cette célébration, il y a eu le recueillement de l'émotion et de la colère. Nous en parlons au cours de cette émission. Nous commençons par vous, Dimitri Kaboré. Vous étiez au cimetière de Gounguin. Vous avez suivi ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Bon, ce qui s'est passé, je crois que c'était un dépôt de gerbes, ce qui était prévu dans le programme par le gouvernement. Je crois que ce n'est pas la première fois que les autorités politiques de ce pays-là procèdent depuis tous les événements qu'on a eus depuis l'insurrection populaire jusqu'à maintenant. Donc, naturellement, que tous les acteurs médiatiques qui étaient allés étaient naturellement pour immortaliser cet événement, surtout que maintenant, ça faisait 1 an, parce qu'on avait déjà fait commémorer le premier anniversaire de l'insurrection populaire. C'était l'an 1 maintenant du putsch manqué qui n'avait pas été encore commémoré. Donc, je crois que le gouvernement avait dressé un certain nombre d'éléments. Donc, effectivement, ce matin, le Premier ministre Paul Kabatieba a accompagné de pratiquement quelques membres de son gouvernement, également d'anciens membres du gouvernement aussi, étaient là. Il y avait également le président de l'Assemblée nationale et quelques acteurs politiques comme le maire de Ouaga également, d'institutions qui sont allées naturellement. Donc c'était en réalité une cérémonie qui se voulait vraiment sobre parce qu'il n'y a pas eu de discours. Il y a eu juste l'exécution de l'hymne national avec la fanfare de la garde nationale qui a procédé à l'hymne des morts, également avec le dépôt de gerbes par les deux autorités présentes, à savoir le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. Maintenant, là où la cérémonie a été terminée en queue de poisson, parce qu'après ça, il y a eu l'interview presse. Maintenant, après les interviews, naturellement, c'est là qu'on nous a appris que les familles des victimes qui étaient présentes au cimetière de Gounguin n'ont pas eu de place assise. Donc, il n'y avait pas de place assise pour eux. Ils étaient, maintenant, ce qu'on a constaté, c'est qu'il n'y avait pas de place assise pour eux. Maintenant, la question qui s'est posée, est-ce qu'ils ont été invités à s'asseoir et qu'ils auraient refusé ou il n'y avait même pas de place prévue? Là, ça demeure encore une zone d'ombre. Mais ce qu'on sait, ils n'étaient pas dans l'hangar avec les autorités. Maintenant, à la fin, je crois qu'il devait y avoir des salutations entre les membres du gouvernement qui étaient présents avec également les membres des familles des victimes, et également quelques blessés également qui étaient également sur place. Maintenant, c'est là que pratiquement toute la colère est devenue. Donc, comme grief, les familles de victimes ont exigé que la délégation étatique qui était conduite par le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale se déplacent de leur chaise pour les rejoindre au niveau de l'autre côté, c'est-à-dire là où se trouve le carré des martyrs, pour venir les saluer. Maintenant, je crois que peut-être pour des raisons sécuritaires ou peut-être des raisons de protocole, cela n'a pas voulu marcher. On a juste voulu négocier pour que ces personnes puissent venir au niveau de la tente, ce qu'ils auraient refusé. Donc, ils ont clairement dit qu'ils ne viendront pas serrer la main des autorités. Et ils ont dit effectivement, après ça, la presse a voulu négocier pour avoir un peu les griefs. Et certaines personnes qui sont prononcées, c'est qu'il y a beaucoup qui ne voulaient pas parler aux médias pour des raisons peut-être méconnues, mais ils ont dit, il y avait toute la colère, elles ont dit que c'est grâce à eux, c'est grâce à leurs parents, grâce à leurs camarades que le pouvoir actuel est en place et qu'ils trouvent que c'est inadmissible que depuis leur accession au pouvoir, il y a 9 mois de cela, qu'ils ne puissent pas prévoir cette organisation en incluant. Ils disent que c'est hier, c'est-à-dire la veille plutôt de la commémoration, c'est-à-dire le 15, voilà, qu'ils ont été informés qu'il y aurait un dépôt de gerbes le 16 matin au cimetière. Donc ils trouvent ce qui est inadmissible et que même le désherbage des herbes, le désherbage plutôt du site a eu lieu également hier. Donc ils disent qu'ils ne sont pas contents de cette attitude-là également, que les tentatives même de rencontrer le gouvernement pour expliquer leurs problèmes n'a pas eu d'écho favorable. Et pourtant, dans le calendrier des rencontres, je crois que le gouvernement avait prévu, surtout le Premier ministre, de rencontrer les familles des victimes à 13h30. Donc je crois que dans la foulée, avec l'effet de colère, ils ont refusé, ils ont dit que personne ne s'y rendra. Effectivement, après les informations qu'on a eues dans la journée du 16, effectivement, le Premier ministre était obligé naturellement d'annuler la rencontre prévue à 13h30.
Effectivement, ils ont également parlé de cette lenteur au niveau du jugement, si on peut le dire. Alors, c'est vrai qu'on en parlera au cours de cette émission. On reviendra sur la conférence de presse du commissaire du gouvernement auprès de la justice militaire et du procureur. La conférence a eu lieu effectivement dans la semaine qui s'écoule. Nous reviendrons sur ce sujet. Mais avant cela, est-ce que, Issouf Sidibé, vous comprenez la colère des parents des victimes? Bon, légitimement, ça se comprend. Ça se comprend parce que, quoi qu'on dise, ça fait quand même quelques mois qu'ils sont dans l'attente quand même d'une suite judiciaire et d'une suite d'indemnisation quand même des différents torts qu'ils ont eu à subir lors de ces événements douloureux. Et on a vu quand même à l'approche de cette date comment les uns et les autres se sont précipités prendre des déclarations. Il n'y a jusqu'au gouvernement, on a cette impression qu'il y a une course au premier à avoir fait une déclaration, mais avant ça, on n'entendait pratiquement rien. On aurait souhaité quand même que pour une date que tout le monde estime partie intégrante, qu'il y ait quand même une commémoration où tous les acteurs qui ont parti, ou tous les acteurs quand même qui ont mené la résistance là, puissent quand même parler d'une seule voix et organiser une seule cérémonie. Ça aurait été plus intéressant. C'est là, en amont, suppose quand même qu'on a pris en compte quand même certaines victimes de putsch manqué. Est-ce que si aujourd'hui les gens estiment leur colère, c'est parce que depuis le 16 septembre, les événements du 16 septembre 2015, ils n'ont pas été pris en compte par l'autorité centrale. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, de façon hypocrite, qu'il faut venir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, chacun, on est en train d'aller vers la course au croque-mort. Ce n'est pas ce matin qu'il faut se lever pour aller aujourd'hui déposer des gerbes, soit disant qu'on est en train de sympathiser quand même aux événements douloureux qui ont endeuillé des familles, ou du moins en tout cas à certaines victimes. Non, il fallait bien avant. Il y a tout un processus et c'est ce qui nous manque au Burkina Faso. Aujourd'hui, au-delà du recueillement, on devrait quand même arriver à avoir une journée quand même de réflexion aussi. Parce que qu'est-ce qui nous a amené à un coup d'État? C'est tout ça qui construit un État. Il ne faut pas attendre les événements seulement pour pouvoir s'asseoir maintenant, déposer des gerbes et après ça on fait quoi? Absolument rien. Non, il faut quand même une journée de réflexion aussi. Pour voir qu'est-ce qui nous a conduit et comment on va faire pour qu'on n'en arrive plus là. Comment on peut, dans le cadre de la réconciliation aussi, comment on peut fédérer toutes les énergies entre les fils et les filles de la nation et comment on peut aussi avoir un dénouement heureux de différents dossiers en instruction. Comme on va en parler, on reviendra sur ce sujet. Mais je pense que c'est tout à fait légitime aujourd'hui que les familles des victimes se mettent en colère contre l'autorité qui les a méprisées durant au moins quelque chose plus d'une année. Et aujourd'hui, seulement pour cette journée, aujourd'hui, on se lève, on se rappelle qu'il y a eu un 16 septembre et on veut aller se montrer sympathisant. Non, ça ne se passe pas comme ça là. Okay. Il faut aller au-delà. Alors, John Kalim Gadiaga, c'est vrai qu'en écoutant Dimitri, on a l'impression que les familles des victimes ont déploré peut-être la précipitation dans laquelle cela a été organisé. Et Sidibé l'a également dit, est-ce qu'on peut penser aujourd'hui que cette célébration a été faite de façon précipitée? Parce que même la décision prise en Conseil des ministres, c'est une semaine avant, quelques jours avant, le 16 septembre. C'est pas depuis quand est-ce qu'on a commencé à préparer cette célébration. Dans tous les cas, ce n'est que la veille, en tout cas, qu'on a pris le programme. Voilà, c'est la veille seulement que nous avons eu le programme de commémoration. Et bon, en dehors de ça, bon, il faut noter quand même que c'est une célébration qui a manqué quand même de réunir les gens. Et du coup, il n'y a pas eu d'engouement autour de cette célébration. C'est presque en catimini que les choses se passent. Et puisqu'il faut retenir que dans le programme également, il avait été prévu une minute de silence à 14 h, en tout cas par rapport à cette journée-là. Mais bon, franchement, quand on passait dans la ville, on n'a pas senti ça. Du coup, il y a comme un désintéressement de la population, en tout cas autour de cette commémoration. S'il y a eu commémoration, c'est seulement dans les cercles du pouvoir que bon, cette activité a pu avoir lieu. Ce n'est pas, l'événement a été confisqué finalement. On ne sent plus le monde, la population autour de ça. Alors que bon, quand même, le 16 septembre 2015, c'est pratiquement tous les pays qui étaient en tout cas debout pour dire non au putsch. Pourquoi une année après, on ne sent pas cet engouement-là, on ne sent pas ce monde-là dans l'effervescence, en tout cas dans la façon de marquer
en tout cas ce jour-là. Donc du coup, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, et moi je pense qu'effectivement la colère qui a été exprimée, voilà, et le fait que la justice en tout cas n'a pas pu donner satisfaction, n'a pas pu bouger de telle sorte que les gens comprennent qu'effectivement ceux-là qui se sont mobilisés et que les pertes qu'on a subies lors de cet événement-là sont en train d'être réparés. Donc du coup, on ne peut pas, il ne s'agit pas, je ne sais pas, bon, on parle de commémoration, mais quand même, une commémoration, ça ne devrait pas avoir l'allure d'un mouvement, d'un truc médiatique tout simplement. C'est quand même quelque chose de profond. Et pour quelque chose de profond de ces gens-là, il faut des actes profonds effectivement qui puissent contribuer à marquer l'événement. Ce n'est pas seulement par le truc qu'on voit à la télé, par le truc de la mobilisation des membres du gouvernement. Il faut des actes profonds, des actes condisants pour marquer l'événement. Et en ce moment, la justice devrait pouvoir quand même faire quelque chose dans ce sens. Voilà, Karama, quelle a été votre lecture de cette commémoration, de cette célébration de l'an 1 du pitch manqué? On va dire commémoration certainement. Oui, commémoration. Bon, j'adhère quand même aussi à l'idée, à ceux qui pensent que peut-être ça a été, en tout cas les initiateurs donc de cette commémoration-là, s'y sont pris peut-être tardivement. Parce que quand on regarde effectivement, il aurait fallu qu'au moins les gens le sachent au minimum une semaine à l'avance que telle date sera commémorée, parce que de toute façon, au-delà donc des actes symboliques que voudrait poser l'exécutif et puis bon, peut-être le chef du législatif, mais il était question qu'à 14h, par exemple, effectivement, il y ait 7 minutes de silence. Et je me dis que ça nécessitait effectivement une communication bien en avant pour que chaque Burkinabé puisse se préparer, pourquoi pas, à se souvenir justement donc de cette journée-là de résistance à un push, cette journée de sursaut national qui a permis justement donc de barrer la route, en tout cas à un retour en arrière. Donc je pense que en tout cas de ce point de vue, et d'ailleurs je me dis ce qui est à l'incident qui est arrivé avec les parents des victimes, c'est également l'expression justement d'une activité, d'une cérémonie qui a été peut-être organisée un peu précipitamment, sans quoi on se serait peut-être rendu compte de tout ce qu'il y avait comme ressentiment auprès donc de ces parce que je me dis que ces parents devraient être d'une certaine façon associés bien à l'avant, au-delà peut-être en marge donc de tout ce qu'il peut y avoir comme activité médiatique, mais cette rencontre aurait pu avoir lieu bien avant pour que bon ensemble ils puissent voir qu'est-ce qu'il faut faire. Là, une meilleure implication de ces parents-là aurait évité ce à quoi nous avons assisté justement aujourd'hui. Parce que je sais que ces pareilles cérémonies, c'est quoi? Avant même d'aller en principe, les parents devraient savoir à quoi s'en tenir. Voilà, si le dispositif, tout ça. Donc, c'est autant d'éléments qui m'amènent à me dire que peut-être que le gouvernement ne s'y est pas pris à temps. Bon, ce qui a conduit quand même à ce que nous avons vu. Parce qu'il faut de la profondeur dans ces types donc, de commémoration, au-delà donc de ce qui peut passer à travers les médias, mais il faut quand même que ça marque. Parce que c'est un moment de réflexion, de souvenir, douloureux peut-être, mais devrait permettre à tout Burkinabé justement de voir également à son niveau qu'est-ce qu'il faut faire pour que justement ce pays-là ne se retrouve plus dans ce que en tout cas, il a pu traverser. C'est autant de questions. Mais bon, comme ça, ça reste un peu superficiel. Okay. Et je pense que ça donne un peu un goût d'inachevé. D'accord. C'est vrai que avant cette commémoration, il y a eu plusieurs conférences de presse. Toutes ont tourné autour de la justice, la question de justice. C'est vrai, le commissaire du gouvernement auprès de la justice militaire et le procureur ont tenu également une conférence de presse pour parler des dossiers. C'est vrai, eux, ils ont 4 dossiers. Ils ont parlé des dossiers de l'insurrection, du pitch manqué, de l'affaire Thomas Sankara et de l'affaire Yimdi. Bon, sur ce plateau, je ne sais même pas de quoi nous, on va parler, de quel sujet on peut parler. C'est vrai qu'on parle de la commémoration, mais peut-être on va essayer d'englober. Vous étiez encore à cette conférence de presse de Dimitri Kabouré. C'est vrai, ces deux personnalités, c'est-à-dire le commissaire du gouvernement auprès de la justice militaire et le procureur, ont dit que les choses avancent. Mais on a vu des conférences de presse, notamment celle du MBDHP, celle de Ditanier, et même celle d'autres personnes qui disent non, que rien n'avance. Finalement, on se demande au juste
qu'est-ce qui se passe dans ces dossiers judiciaires? Ce qui se passe, en réalité, après à la fin de cette conférence de presse, il ressort une chose. Je crois que chaque acteur, je crois que c'est avec le fétichisme des dates. Parce qu'on s'est dit, bon, dans 2 jours, dans 3 jours, les gens vont se rappeler qu'il y a eu un an où il y a eu des Burkinabés qui ont été tués par d'autres Burkinabés, où il y a eu tel événement. Donc, automatiquement, naturellement, les gens vont se poser des questions. Pourquoi? Donc, il faut courir rapidement, faire un point de presse, vous dire ce qu'il y a. Bon, sinon, en termes clairs, c'est quoi? Au niveau de l'insurrection populaire, surtout, au niveau de l'insurrection populaire surtout, ce qu'il y a est que le dossier n'a pas du tout avancé, selon mon regard, parce que l'insurrection a eu lieu le 30 et le 31 octobre. Maintenant, le procureur a dit que déjà, on a demandé, en tout cas, les OPJ, c'est-à-dire que ce soit la gendarmerie ou la police, ils ont déjà bouclé leur travail, parce que selon son explication, elle a reçu les PV, elle a reçu autour de 9 PV sur un peu ce qui s'est passé les jours fatidiques du 30 et du 31 octobre. Donc déjà avec ces PV, la machine devait être lancée. Il fallait trouver, maintenant elle a expliqué, bon, elle n'avait pas, il y avait des juges d'instruction qui s'occupaient de l'instruction. Maintenant, ces juges-là n'avançaient pas parce qu'il y avait des difficultés, ils ne savaient pas qui se trouvait exactement le 30 où ça, qui était le chef des opérations, qui était ceci, cela. Et la contradiction est née du simple fait parce qu'elle a dit, avec ça, on ne pouvait pas avancer parce qu'on n'a pas des informations concernant les acteurs qui étaient là le jour. Deuxième élément qui m'amène à vous prouver la contradiction est qu'elle dit il a fallu entendre en octobre 2015, c'est-à-dire une année pratiquement, qu'on mette en place la commission d'enquête indépendante, qui n'est qu'une commission administrative. Elle n'est pas judiciaire. Quand vous parlez de commission d'enquête, elle n'est pas administrative. Et cette commission administrative finit son rapport et on transmet le rapport maintenant au juge, au parquet, en mi-juillet. Donc c'est en juillet 2016 que le procureur dit avoir reçu le rapport complet de la commission d'enquête. Là, vous parlez du dossier de l'insurrection. L'insurrection populaire. Oui. Donc, du coup, avec ces informations, elle dit maintenant, on s'est rendu compte qu'avec le rapport de la commission d'enquête, les informations étaient très détaillées et très fournies. Elle dit que tout simplement parce que la commission d'enquête a eu plus de moyens que les juges d'instruction pour mener l'enquête. Alors pour moi, c'est quand même assez contradictoire qu'une commission d'enquête qui a un rôle administratif puisse avoir plus de moyens qu'en réalité le cabinet d'instruction, le cabinet, même la justice qui est chargée même d'instruire. Maintenant, elle dit, ben, c'est un ouf de soulagement. Avec ce rapport-là, les juges pourront bien avancer. Et elle s'est dit, bon voilà, on va, et là-bas, on a pu trouver quelles sont les personnes qui étaient là à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Et c'est là, elle a situé la responsabilité du général Zélé et tout ça. Et que c'est à partir de ça maintenant qu'ils vont essayer de lancer des mandats d'arrêt et peut-être inculper des personnes. Ok. C'est vrai, John Kalim Gadiaga, on reste sur le dossier de l'insurrection. Par exemple, on a vu Maître Farama qui se plaignait un peu parce que pour lui, on ne pouvait pas, la justice ne pouvait pas prendre c'est-à-dire le travail fait par la commission pour essayer de se baser sur ça pour travailler. Ensuite, aller vouloir savoir qui était à quelle place avant de pouvoir juger. Finalement, qu'est-ce que vous vous dites sur cette question en parlant du dossier de l'insurrection? Ben, franchement, moi je note tout simplement que... Et surtout que Madame le procureur, je pense que sur ce dossier, elle a dit que certaines autorités n'ont pas facilité la tâche ou bien n'ont pas voulu se prêter aux questions, je pense. Oui, mais c'est que... Oui, ben, je note tout simplement que depuis, en tout cas, l'arrivée du régime en place, au niveau de la justice, les choses n'avancent pas. Il y a comme un manque de volonté véritablement. Et du coup, on reste dans un jeu où on essaie un peu de s'envoyer un peu la balle, on dit bon, c'est de l'autre côté. Bon, alors qu'en réalité, bon, lorsqu'on prend par exemple, il y a une partie militaire dans cette histoire d'insurrection. Pour accuser des éléments qui appartiennent à l'armée, il faut que ce soit le ministre de la Défense. C'est la justice militaire. Et cette justice militaire-là, malgré l'indépendance qu'on a voulu de la justice, elle est toujours inféodée au ministère de la Défense, qui est le président du FASO. La justice militaire, on dit que c'est une justice d'exception. Elle ne fait pas partie. On parle de l'indépendance, ce n'est pas de cette justice, on parle quand on parle de l'indépendance. Justement, voilà, donc pour dire en réalité que lorsqu'on dit qu'au niveau des autorités, on fait croire que la justice est indépendante et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas, en tout cas, ils ne sont pas mêlés à cette lenteur de la justice-là, je pense que ce n'est pas vrai.
Parce que cette justice-là, militaire-là, devrait quand même apprécier certaines situations de l'insurrection, est toujours inféodée au pouvoir, à l'exécutif. Oui, mais ça, je pense que c'est normal parce qu'on a vu, après l'arrivée de Roch-Marc Christian Kaboré, décharger certains magistrats, nommer certains magistrats de cette justice militaire. Je ne dis pas que c'est normal ou pas. Je dis tout simplement qu'en fait, pour dire que les dossiers n'avancent pas, ça relève finalement de la responsabilité de pouvoir on soit toujours là. C'est la responsabilité. Ne disons pas que la justice est indépendante et c'est pour ça qu'elle devrait être de son côté, prendre les choses. C'est le pouvoir, il appartient au pouvoir, notamment par l'intermédiaire de la justice militaire, de faire avancer les dossiers de cette insurrection-là. Maintenant, si on est là, c'est que véritablement ce pouvoir-là ne souhaite pas faire avancer les choses. Voilà, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il y a un blocage. Alors que le commissaire du gouvernement auprès de la justice militaire, donc le représentant du ministre de la Défense là-bas, dit que les choses avancent normalement. Les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas. Jusque-là, on n'a pas vu un seul dossier bouger. Voilà. Les choses restent en l'état. Okay. Que une commission d'enquête qui est administrative puisse avoir plus d'éléments que la justice, qui est indépendante également. Elle a bien précisé, elle n'a pas eu beaucoup de moyens, contrairement à la commission d'enquête. Moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Ça relève tout simplement d'un manque de volonté quelque part. Les gens, peut-être, en fonction de leur implication, ou en tout cas de certaines connexions par rapport au dossier, ne veulent pas faire avancer la situation. Et donc, aujourd'hui, si les choses n'avancent pas, si le dossier de l'insurrection n'avance pas, si le dossier de plus n'avance pas, il appartient véritablement, il y a la part de l'exécutif dans cette histoire. Ok. Alors, Sidibé, quelque chose quand même qui est un peu bizarre, on voit que le nom de Zida, l'ancien Premier ministre, est cité notamment, mais eux, on comprend, lors de la conférence de presse, on a appris qu'il ne veut même pas répondre à toutes, comment on appelle, je ne sais pas, le terme militaire de la justice qu'on utilise, à toutes les interrogations, si on peut le dire comme cela, qu'elles soient écrites ou qu'elles soient, il ne veut pas répondre, alors que c'est lui qui a mis en place cette commission d'enquête parce qu'il était encore Premier ministre, je me rappelle, c'était en octobre 2015, même si elle a été modifiée en avril 2016. Quelqu'un qui met quelque chose en place et qui refuse de répondre finalement. Est-ce qu'on peut expliquer cela? Ouais, je pense que si vous voyez... Parce qu'il a mis cette commission pour une certaine vérité. Je suis ahuri d'attendre qu'un juge d'instruction se félicite du travail d'une commission d'enquête qui a été mise place par une autorité politique. D'abord, il faut aller à l'origine de la mise en place des différentes commissions. Pourquoi on met une commission d'enquête dans un pays où il y a une justice? C'est parce que quelque part, on n'a pas confiance à la justice. La première fois qu'une commission a été mise en place, c'était l'affaire Norvège-Zongo. C'est parce que tout simplement, à son temps, les acteurs avaient estimé, ou du moins les différents acteurs avaient estimé qu'ils n'avaient pas confiance à l'instruction du dossier par le juge d'instruction. Au demeurant, le juge d'instruction aussi n'est pas obligé de suivre la piste de la commission d'enquête. Il peut explorer d'autres pistes. Parce que le juge d'instruction, lui, il est là pour juger des gens. Il n'est pas là pour animer d'une certaine, d'une certaine passion. C'est surtout ça aussi, être un juge. Ce n'est pas la passion qui doit les guider. Il doit orienter son dossier de telle sorte que lorsqu'il attrape quelqu'un, il est sûr que la personne, les faits qu'on reproche à la personne sont fondés et il se base sur des éléments bien précis. Alors que la commission, souvent, généralement, c'est pas des acteurs qui ont peut-être une opinion, ou en tout cas quelque chose. Voilà, pas des hypothèses. Donc, quelque part, on ne peut pas se féliciter aujourd'hui du travail d'une commission quand on est soi-même juge. Parce que c'est pour venir en carence de la justice qu'on met souvent et la commission. Donc, ça veut dire quelque part, les juges même se félicitent de leur carence. La commission, donc, le travail de la commission complète un peu, peut-être simplement. Non, il n'est pas obligé de tout il n'est pas obligé de tout prendre, comme il peut aussi explorer d'autres pistes. Donc, moi, je pense que les mêmes moyens dont disposent les membres d'une commission, les juges aussi disposent des mêmes moyens. Donc, que ce soit les moyens financiers, le juge a les moyens financiers de le faire. Que ce soit aussi les moyens de coercition, c'est-à-dire la gendarmerie, la police, le juge aussi peut demander quand même à la gendarmerie ou à la police de mettre quelqu'un sous mandat de dépôt. Donc, quand on met une commission, ça veut dire que quelque part, on n'a pas confiance. Donc, ça explique pourquoi d'ailleurs Zida a mis cette commission. Parce qu'il sait qu'en mettant la commission, il sait qu'il peut se faire épargner.
Mais malheureusement pour lui, non, justement, on met la commission pour généralement, mais on a vu comment le putsch a été conduit. La commission concernant le putsch. Non, la commission ayant pondu le rapport sur le putsch, et je vous assure que c'est le truc de Facebook qu'on est allé copier-coller et en faire inculper des gens sur cette base. Et notamment, voilà, aujourd'hui, quand on arrive à des inculpations ridicules, notamment celui de Komwego, où le juge même avait dit qu'il n'avait même pas demandé à ce qu'il vienne. Et que c'est la gendarmerie qui l'aurait amené de l'envoyer là-bas. Et on revient encore sur le même problème aujourd'hui, lorsque, par exemple, le juge d'instruction, pour un peu revenir sur le problème de la connexion entre la justice et puis le pouvoir politique, lorsque le juge d'instruction, qui est chargé de demander à la gendarmerie ou à une puissance publique d'émettre un mandat de dépôt contre quelqu'un, qui dépose quelqu'un à la MACO, et que ce juge d'instruction vient aujourd'hui accorder une liberté provisoire à cette personne, et que le parquet ou le commissaire du gouvernement refuse, on ne comprend pas. C'est le cas par exemple de Maître Herman Yamiogo, quand vous voyez. Donc ça veut dire quelque part, ce sont des éléments, ce sont des connexions politico-judiciaires qui font que souvent les dossiers en justice n'avancent pas. Bon, pour le cas Zida, je pense que Zida aussi est victime de ses propres turpitudes. Il doit l'assumer, puisque dans tous ces brouhaha que nous sommes en train de décrire, c'est lui qui aurait en partie responsable, que ce soit le push, que ce soit le truc. Quoi qu'on dise, ce sont des éléments objectifs qui ont été remplis pour que les gens en arrivent à faire le push. Et moi, j'ai toujours dit que si aujourd'hui le Burkina Faso arrive à un problème où il y a plusieurs dossiers qu'on n'arrive pas à instruire, c'est parce qu'il n'y a jamais eu un changement véritable. Ce sont les mêmes acteurs de 1987 qui sont en train de nous faire tourner en rond. Et les mêmes acteurs-là, ils se connaissent, ils savent pourquoi. X, je ne peux pas le condamner par rapport à tel dossier parce que moi aussi, je peux me retrouver d'une manière ou d'une autre de l'autre camp. Donc, du coup, et ça, c'est un cycle infernal. Aujourd'hui, c'est Zida. Demain, on n'en sait jamais. Peut-être que ça peut être certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Bon, toujours est-il que... Alors, Karama, est-ce que vous partagez le pessimisme de Sidibé sur le dossier de l'insurrection? Pessimisme. Lui, il ne croit pas tellement que franchement il y aura de la justice. Non, je n'ai pas dit qu'il y en aura pas. Il y en aura de la justice, même si ça sera en tout cas de façon. C'est la justice, mais vous avez dit qu'il y aura un jugement, mais pas de justice. Parce qu'il y a des situations où il y a des jugements, mais il n'y a pas de justice. Est-ce que fondamentalement, on va juger le dossier dans le fond? C'est la question qu'on va se poser. On va entendre le jugement pour savoir. D'accord. Puisqu'il semble qu'il y a certains même qui sont pressés pour parler. D'accord. Et on les attend. Ok, Karama, sur le dossier de l'insurrection. Oui, non, bon, moi je ne suis pas forcément pessimiste. Je me dis que ça peut arriver. Le jugement quand même interviendra. Certainement, peut-être pas autant que nous, en tout cas de façon générale, les Burkinabés le souhaitent. Mais ça interviendra. Et aussi peut-être pas que le verdict sera de nature justement à combler toutes les questions, les attentes aujourd'hui que tous les Burkinabés justement ont. Mais bon, en la matière, c'est souvent difficile parce que bon, vous voyez tout de suite, on parle justement donc de Zida. Un élément qui, je pense, ne suis pas très sûr que Zida revienne ici. Vu en tout cas tout ce qui a bien pu se passer, quand même quelqu'un de l'armée, comme on l'a dit, vous avez bien vu que le président de Faso justement a ordonné qu'il soit donc voilà recherché pour désertion en temps donc de paix ou en tout cas refus aussi d'obtempérer. Je pense que quelqu'un militaire qui se retrouve déjà dans cette disposition, je ne crois pas que ça soit de gaieté de cœur en tout cas que cette personne-là pourra se retrouver ici pour répondre de quoi que ce soit. Pourtant, bon, c'est tout à fait normal effectivement qu'il puisse être impliqué parce que bon, à l'instant quand même, il était encore de l'autre côté. Donc d'une certaine façon, bon, il a aussi cette responsabilité. Et même moi, peut-être que le nom n'apparaît pas souvent, mais même le numéro 1 du RSP à l'époque, pour moi, puis c'est bon, si on parle du numéro 2, pour moi même le numéro 1 également d'une certaine façon est responsable. Donc, le numéro 1, c'est lequel ça? C'est Kéré, c'était le chef de corps. Le numéro 1, chef de corps, et l'autre, c'était le chef de corps adjoint. Et même jusqu'au chef d'état-major particulier. Parce que qu'on le veuille ou non. Il est déjà aussi Antoine. Non, tout à fait. Non, mais je veux dire, quand les noms, justement, on évoque, ceux qui sont justement impliqués là, bon, on a tendance à voir simplement un numéro 2. Non. Mais là, on parlait d'un dispositif qui avait été mis en place pour les événements du 30. Voilà. Non, mais le dispositif est mis en place avec. C'est un dispositif. Avec toujours la connexion du sommet. Ça, au moins, c'est clair. Mais donc, là où je dis, le sujet a été
est qu'aujourd'hui, on a déjà le chef d'état-major particulier qui est déjà en prison. On a déjà également le numéro 1 en prison. C'est le numéro 2 qui manque. Non, je crois que si on a le numéro 2... C'est ce que je dis. Il ne faut même pas, personnellement, bon, sauf si peut-être un mandat d'arrêt international pourra permettre justement à ce qu'on le ramène. Sinon, je ne vois pas le numéro 2 venir répondre justement. Mais pour le moment, est-ce que maintenant on va du motif que il n'y a pas tous les éléments recherchés, on ne les retrouve pas, on ne va pas juger l'affaire? Moi, je pense que non. À un moment donné, justement, il va falloir y aller avec ce que nous avons. De toute façon, certains des acteurs sont bel et bien présents au Burkina. Certains des acteurs sont déjà au Niouf. Je pense que ces personnes pourront répondre. Maintenant, les autres, s'il faut les condamner par contumace, il va falloir y aller. Sinon... À quoi, selon vous, répond le mandat de dépôt de Luc Adolphe Thiaw, l'ancien Premier ministre? Non, mais ça, c'est toujours dans le cadre de l'insurrection. C'est tout à fait, non, c'est toujours dans le cadre de l'insurrection. Je ne sais pas l'audition, qu'est-ce que l'audition a produit. Oui. Puis c'est quand même après l'audition que, bon, cela a donné comme conséquence. Il y en a qui ont été auditionnés, mais qui ont pu repartir chez eux à la maison. Donc, si lui, on l'a déposé, bon, je suppose qu'il y a des éléments, effectivement, qui militent justement dans ce sens. Okay. Sinon, il est revenu quand même de lui-même. On ne peut pas aujourd'hui avoir peur qu'il ne reparte parce que pour ce qu'on sait, il a quitté la Côte d'Ivoire de lui-même pour venir répondre. Donc, de l'audition. Mais suite à l'audition, bon, on a jugé bon peut-être donc de le déférer. Il faut attendre de voir la suite. John Gadiaga veut réagir. Je crois que vous avez posé la question par rapport à Luc Adolphe Thiaw, l'ex-premier ministre. Je crois que voilà, c'est le genre de cas qui montre qu'effectivement, on est en train de jouer avec les gens au lieu de se mettre au sérieux. Parce que Luc Adolphe Thiaw est arrivé de lui-même pour répondre, en tout cas pour ce qui le concerne. Donc du coup, ce n'est pas une histoire, puisque le principe étant la liberté, ce n'est pas une histoire de fuite qui va l'amener encore à... Puisque tous ceux qui sont partis dans le même sens que Luc Adolphe Thiaw ont été finalement libérés. Est-ce que finalement on veut l'amener quelques jours pour pouvoir le libérer et puis bon, pour dire que... Bon, en fait, j'ai comme l'impression que la justice, la punition, la consiste à passer quelques jours à la Mako et puis ressortir et puis on est libre. Celui qui n'a pas fait ça, il n'est pas encore puni et donc du coup... Non mais sérieusement, les choses sont là. Bon, on a parlé du numéro 2 du RSP à l'époque. Franchement, jusque-là, la justice, par rapport à l'insurrection populaire, n'a jamais cité Zida. N'a jamais dit qu'il veut entendre Zida. Même le mandat de poursuite qui a été émis tout de suite là, concerne désertion. Ça n'a rien à voir avec l'insurrection. Mais est-ce que le procureur n'a pas dit qu'ils ont tenté par des mails? Non, il a dit que la procureure a dit que le jour où on aura besoin de Zida, il n'est pas exclu qu'on lance un mandat d'arrêt contre lui. Ça veut dire que jusque-là, on n'a pas cité Zida. Et les personnes qui sont impliquées, en tout cas supposées impliquées dans cette histoire-là, sont là. On a vu que par rapport au Premier ministre Luc Adolphe Thiaw, par exemple, à l'époque, il y a un document qui circulait sur Internet, une réquisition complémentaire spéciale qui aurait été signée le 29 octobre par Luc Adolphe Thiaw pour dire à l'armée de prendre ses dispositions pour faire des trucs. Bon, lorsque effectivement le Premier ministre est le chef du gouvernement, à l'époque, il avait le pouvoir de faire les choses comme ça. Et puis ensuite, le chef d'état-major de l'armée à l'époque, celui-là qui devait gérer en tout cas toute l'armée, n'était pas le général Zida. Lui aussi, il est là. Voilà. Est-ce qu'il est allé répondre? Personne n'a parlé de lui. Ensuite, le président du Faso qui était Blaise Compaoré, il y a eu un mandat d'arrêt qui a été lancé contre lui. Ce n'est même pas d'abord... Ça, c'est dans le cas de l'affaire Thomas Sankara. Voilà, ce n'est pas lié à l'affaire de l'insurrection. Pourquoi lui aussi, personne ne parle de lui? Et bien, pendant ce temps, on nous amuse, on amuse la galerie en parlant des Zida alors qu'il n'a même pas encore été cité dans l'affaire. Ceux qui sont là, tous ceux-là qui étaient là, les membres du gouvernement, en tout cas, et puis de l'armée qui étaient là à l'époque, qui sont allés à la Mako. Est-ce qu'aujourd'hui on a parlé d'eux? Personne ne les a appelés, on n'a pas commencé le procès pour qu'à un moment donné on se dise que bon, il y a des pièces manquantes, il faut aller rechercher. C'est-à-dire que franchement, moi je crois qu'on est en train de laisser la réalité pour essayer de mettre des écrans de fumée, pour essayer de tromper un peu la vigilance des gens. La réalité est là. Oui, c'est un manque de volonté. Juste une précision complémentaire à ce qu'il a dit par rapport à la procédure concernant les ministres et le Premier ministre. Oui. Ça, c'est de la compétence de la Haute Cour de justice. Donc, qu'est-ce qui se passe? Même au niveau du fonctionnement de la Haute Cour de justice,
les derniers ministres, le dernier gouvernement de Luc Kadov-Tchao, si vous voulez, c'était le dernier Premier ministre, ont été mis en accusation pendant la transition. On a fallu pratiquement attendre une année, c'est pratiquement depuis l'année passée, qu'ils ont été mis en accusation, mais jusque-là, rien. Ce n'est qu'à l'approche des dates fatidiques qu'on voit que la haute cour commence à démarrer les choses. Et même pour Luc Kadov-Tchao, pour moi, c'est-à-dire que je me demande comment il a pu être inculpé, parce que moi, je me pose toujours des questions sur la procédure de la haute cour de justice, parce que si tout le dernier gouvernement de Blaise a été mis en accusation, y compris Blaise Compaoré, et qu'aucun ministre n'a été entendu, et qu'on n'a même pas cherché à lancer un mandat d'arrêt contre Luc Kadov-Tchao, qui était en exil depuis, et que bizarrement, c'est quand il rentre, bon, qu'on se rappelle, tiens là, bon, il y a un qui n'était pas là, maintenant il est là, il faut venir, on va t'écouter. Et du coup, bon, voilà. Ouais, donc, en réalité, c'est tout ce fonctionnement. Et même pour le cas Zida, en réalité, il doit répondre devant la haute cour de justice. Mais pour le moment, comme le cas Zida est un peu compliqué, parce que c'est un militaire, et il doit y répondre devant le tribunal militaire d'abord. Et pour sa désertion, le fait que son autorisation expirée depuis le 19 février, le ministre de la Défense également va l'amener en conseil de discipline. Ça, c'est une deuxième procédure. Et encore, naturellement, sur un certain nombre de poursuites, on peut vouloir également l'entendre. Donc, je crois que finalement, on est vraiment dans un imbroglio vraiment total. Parce qu'on ne sait pas. Oui, justement, Dimitri, vous qui étiez à la conférence de presse du commissaire du gouvernement près de la justice militaire et du procureur, il est dit quelque part que d'ici janvier 2017, on aura au moins 2 dossiers qui pourront... Alors, il s'agit de quel dossier? Non, il s'agit du dossier de l'attaque de Yimdi. Par rapport à ce qu'il y a, on reproche un certain nombre de militaires d'avoir voulu attaquer une poudrière avec des intentions de libération entre griffes de certains prisonniers, qui sera à la Maca. Oui. Et c'est lié également à un autre dossier qu'ils ont dénommé association de malfaiteurs, parce qu'à la suite de l'enquête, il y a des militaires où après l'enquête sur les personnes qui ont attaqué Yimdi là, quand ils sont allés, il y a des gars qu'on avait apprenés dans une villa un peu située vers Kouritenga, et ils ont même traqué d'autres personnes hors des frontières du Burkina. Donc ça également, on suppose qu'ils avaient un certain nombre d'armements à leur niveau. Donc il y a un autre dossier également qu'on a ouvert en leur nom, qu'ils ont dit, bon voilà, pour détention illégale d'armes, parce que bon, ils avaient déserté également, et ils avaient détenaient des armes. Donc, le procureur près du tribunal militaire a dit, au fait, tous ces deux dossiers, que ce soit l'attaque de Yimdi, que ce soit l'association des malfaiteurs, tous ces deux dossiers sont liés au coup d'État. Donc, du coup, mais il dit, mais comme le coup d'État, c'est un peu compliqué, ce qu'il n'a pas dit ça, mais je suppose. Donc, il dit, on va évoquer d'abord les deux dossiers, parce qu'il dit que ce sont les mêmes noms en réalité qui le sortent en gros, mais bon, on va évoquer les deux dossiers. Et après ça, bon, quand on aura à tête reposée comment on fait pour cette histoire de coup d'État, avec surtout l'appel, le pourvoi en cassation des avocats de Djibril Bassolé. Maintenant, c'est la haute cour qui doit se prononcer, parce qu'il a été un ancien ministre sous le régime. Donc, c'est tout ça en réalité qui pourront être jugés, selon ces informations, au plus tard en janvier 2017. Alors, Sidibé, donc ça veut dire que le dossier du putsch et puis l'affaire Thomas Sankara, ça risque de ne pas être jugé, en tout cas en 2016. Peut-être ça viendra après. Bon, naturellement, puisqu'on est déjà quand même mi-année et puis il n'y a pas de signaux qui montrent vraiment qu'on est en train d'aller vers un procès. Donc, il va falloir peut-être attendre un peu. Maintenant, on attend la justice. Je suppose qu'elle va mettre le pied sur l'accélérateur. Mais bon, moi, quand un dossier en justice, moi, je ne suis pas de nature à me précipiter à ce que, bon, on juge pour juger. Non. Le juge peut prendre le temps vraiment bien faire son travail, juger de telle sorte que le jugement rendu quand même. Mais la population est impatiente. Bon, je pense aussi que le juge ne doit pas, c'est surtout ça qui est dangereux sous nos cieux. Le juge ne doit pas quand même instruire un dossier en fonction des, comment ça s'appelle, des ardeurs, des différents, des états d'âme des uns et des autres. Le juge doit être vraiment minutieux dans son enquête, parce qu'il s'agit des vies qui ont été fauchées, et il s'agit des personnes aussi à qui il faut accuser d'avoir aussi fauché des vies. C'est pas facile d'accuser quelqu'un, ou du moins dire que vous avez tué X. Donc il faut aller avec intelligence et avec vraiment tact pour en tout cas être sûr que celui que j'ai accusé ou j'ai mis en tout cas en accusation d'avoir commis tel acte, que ce soit vraiment X, et de telle sorte que quand un jugement est rendu,
que ça soit vraiment, ça reflète vraiment la réalité des choses et non la réalité de quelques individus qui chaque fois veulent que non, il faut aller au jugement, il faut aller au jugement. Si c'était facile comme ça, on n'aurait pas quand même pris tout ce temps, on pourrait faire une justice expéditive. Il y a des dossiers qui sont pendants, mais je pense qu'il y a des dossiers aussi plus simples que ça sur lesquels il faut revenir, mais la justice n'a jamais fait ça, notamment celui de Norvège-Zongo, quand même, quoi qu'on sache que c'est un dossier encore plus simple, mais je pense qu'un dossier, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais pourvu que quand le verdict est rendu, que vraiment ça reflète vraiment la réalité et que ça puisse satisfaire non seulement les accusés, mais aussi les victimes. Ok. Karama, vous partagez le point de vue de Dissou Sidibé? Oui, bon, dans le fond, en tout cas, oui, parce que je crois qu'on a pris des habitudes ici, effectivement. On a vu ce qui s'est passé avec le dossier Guiro. Les gens semblaient pressés. Peut-être même que les autorités aussi ont poussé à l'époque. Pour que, bon, finalement, le jugement, on a vu ce que ça donnait. En même temps, les gens étaient dessus. Parce que, bon, même ceux qui ne sont pas, en tout cas, de milieu, quand même, reconnaissaient qu'il y avait des insuffisances dans le ficelage du dossier. Donc, pour moi, il faut effectivement travailler au moins à ce que, lorsque ces questions seront effectivement jugées là, qu'on ne soit pas là sur des questions de procédure, de manquement, de ci ou de ça. Et en fin de compte, on n'ira même pas au fond des choses. Donc je pense qu'il faut réunir tous les éléments, mais il faut le faire bien entendu dans la célérité. On n'a pas tout le temps devant nous, il faut le faire dans la célérité, c'est-à-dire donc vite et bien. Donc je suis vraiment dans cette logique. Sinon, bon, forcément et forcé pour le faire, par exemple en fin d'année, et moins avant donc la fin de l'année pour... la justice ne doit pas être justement trop collée aux dates. Parce qu'il y a toujours des imprévus en la matière. Il y a toujours des imprévus. Et comme moi-même, quand on regarde également ceux qui sont mis en cause, mais ils ont quand même des avocats qu'il faut, des avocats, des procéduriers à mort, qui vont tout faire pour retarder les choses. Il y a toujours donc des ramifications, en tout cas, ils verront toujours la petite faille pour retarder les choses. Donc, il faut prendre vraiment le temps. Mais bon, je suis d'accord qu'il faut, en tout cas, donner un peu le coup d'accélérateur, mais sans pour autant oublier ce pourquoi on est là, pour que bon, le dossier au moins soit bien ficelé, afin que bon, le jugement soit fait, peu importe en tout cas qui sera condamné, qui sera la CMLE. L'essentiel est que tous les éléments soient réunis et que bon, la justice puisse être rendue. Alors, John Karim Gadiabaga, comment concilier la gestion judiciaire de ces dossiers et la gestion politique? On a l'impression que c'est la difficulté aujourd'hui, la difficulté de l'heure. Et justement, moi, je ne pense pas qu'il y ait une conciliation possible. Il faut tout faire justement pour écarter la politique de la gestion de ces dossiers-là. Parce que je crois que justement, c'est... Mais finalement, on se rend compte que quand les populations demandent seulement, c'est justice, elles demandent. Alors que ceux qui gèrent la chose politique aussi ne peuvent pas fermer les yeux sur ces interrogations, sur cette demande des populations. Justement, il faut mettre tout simplement, je crois que leur implication consiste à mettre en place les mécanismes et les moyens pour qu'effectivement la justice puisse faire son travail. Lorsque par exemple la justice a besoin d'entendre quelqu'un qui est au sein du gouvernement, en tout cas qui est engagé au sein de l'appareil exécutif. Parlons des autorités, le procureur, quoi. Voilà. Des Donc, autorités, il faut que justement au niveau de l'exécutif, on puisse faciliter cette tâche-là. C'est en ce moment qu'on peut parler, pas d'implication, mais de facilitation. Donc, effectivement, mais lorsque les gens veulent par exemple, considérer certaines choses d'un point de vue politique, ça aboutit à des marchandages au niveau de la justice. Et alors que là aussi, c'est pas la justice. Donc la justice devrait se départir franchement de la gestion politique, des intérêts politiques, des considérations politiques. Et pourtant, c'est ce qu'on constate actuellement. Il faut que les gens acceptent véritablement de laisser les calculs derrière et de se dire que véritablement, il y a quelque chose de grave qui s'est passé. Et pour les victimes, pour les proches de toutes ces personnes qui sont, en tout cas, qu'on a perdu dans cet événement-là, il y a une justice, il y a réparation. Et cette réparation-là ne devrait pas prendre en compte des considérations d'intérêt ou en tout cas d'implication. Non, il faut laisser les choses se faire. Voilà, et laisser en tout cas de nous divertir avec des choses qui ne valent pas la peine.
voilà, c'est en allant s'accrocher. Voilà, en allant s'accrocher à des choses qui ne valent pas la peine. D'accord, très rapidement, Sidibé, on est pris par le temps. Sur ce point, c'est vrai que c'est une des lacunes aussi de la justice militaire qui, du reste, quoi qu'on le dise, n'a plus sa sens quand même dans un état de droit. Et moi, je pense qu'il faut travailler même à supprimer cette justice comme l'ont fait certains pays. Parce que quoi qu'on dise, on ne peut pas avoir aujourd'hui une justice qui répond directement du ministère de la Défense et ne pas avoir une main politique. Ça, loin s'en faut pas. Parce que quoi qu'on dise, le ministère, c'est une entité politique. Mais quand vous parlez de l'indépendance de cette justice, non, c'est-à-dire la justice civile, oui, la justice civile, bien sûr. Il faudra que le président aussi tienne quelque chose quelque part, notamment la justice militaire, non? Quoi qu'on dise, il y a des dossiers souvent dans certains États, ça c'est pas au Burkina Faso, dans presque tous les États, il y a des dossiers hautement sensibles qui impliquent même la gestion de l'État en tant que tel. Et quoi qu'on dise, le juge aussi n'est pas là pour rendre une décision pour créer d'autres problèmes. Il faut rendre la décision de telle sorte que quand même l'État central puisse encore continuer à exister sans être fragilisé. Si un juge doit rendre une décision et fragiliser l'État central, c'est-à-dire que le juge même risque de couler puisque le système judiciaire découle de cet État central. Donc quelque part, moi je il n'existe pas une justice. Non, ça existe. Alors mais là, Sidibé, nous sommes au terme donc de cette émission Sans langue de bois sur Burkina Info. Ils étaient donc 4 invités. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro.